Salut à toi, bienvenue sur cette première masterclass. Je suis très content de te voir ici. On va parler aujourd'hui de comment transformer nos défauts en outils et apprendre à bien utiliser les outils. Donc, on va commencer tout de suite. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans cette masterclass? Quelles seraient les éventuelles raisons qui t'ont amené à faire ceci aujourd'hui? Ça pourrait être par exemple de trouver ta passion. Donc, ce pourquoi tu es né. Parce que prendre le temps de porter une attention bienveillante sur qui nous sommes et comment est-ce que tout peut nous servir va nous aider à va nous faire développer une attitude, un mindset qui pousse naturellement à nous développer à notre meilleur. Et se développer à son meilleur, c'est faire des distinctions de plus en plus claires sur qui nous sommes et ce pourquoi nous sommes faits. Donc en fait, c'est un petit peu comme cette programmation qui est en nous. Toutes les choses qui sont en moi, je vais apprendre à les utiliser à mon avantage, à avancer. Ça va développer une forme d'introspection, une forme de connaissance de soi, mais super top shape. Et puis on va juste continuer à avancer dans la vie en sachant comment est-ce qu'on répond à chaque environnement et à chaque chose. Et éventuellement, tu vas juste savoir c'est quoi qui t'allume. Donc trouver ta passion, ce pourquoi tu es né, tu vas comprendre comment utiliser ce corps et cette tête au meilleur de tes avantages. Voilà, faire la paix avec vous-même, évidemment, c'est le sujet principal de cette masterclass. Donc, si tu trouves que tu as énormément de défauts, s'il y a des choses que tu n'arrives pas à apprécier de toi-même, faire la paix avec soi-même, changer sa perception de tous nos défauts et comprendre que ce ne sont pas que des défauts. En fait, que c'est un choix de dire que c'est un défaut. On va en parler juste après. Donc, en intégrant les lois de relativité des opposés, bien principalement. Ensuite, maîtriser l'art de la transformation. Donc, en connaissant tous ces outils mentaux, en connaissant nos 6 facultés mentales et comment est-ce qu'on peut les utiliser à notre avantage, on va apprendre à transformer les choses dans notre vie. Développer une des 6 facultés mentales, principalement la perception. C'est ma préférée, la perception. Comment est-ce qu'on perçoit le monde, c'est comment est-ce que la vie nous affecte. Parce que le but, c'est de développer la faculté de bénéficier de qui je suis dans tous les sens, dans ses moindres petits détails, et avoir cette capacité de transformer le mal en bien. Donc on travaille là sur une des grandes puissances du mental, la perception. Formation complète viendra bientôt sur le groupe VIP, sur le pouvoir de la perception. Je suis en train de travailler là-dessus, mais ça va s'en venir bientôt. En tout cas, vous avez déjà pas mal tout l'essentiel ici. Acquérir une meilleure gestion du stress, donc c'est apprendre à s'en servir encore une fois. Avec tous les outils qu'on va développer, on va vraiment développer cette faculté à prendre ce qui est, comprendre c'est quoi son utilité et comment s'en servir. Je ne vais pas forcément te donner toutes les réponses aujourd'hui, mais je veux t'apporter les outils qui vont te permettre de trouver les réponses. Et on peut évidemment changer notre relation avec le nouveau et l'inconnu, parce qu'encore une fois, ça va être par rapport aux peurs, ça va être par rapport à qu'est-ce qui va se générer en nous, comment est-ce qu'on va faire pour vivre avec ça, la désidentification du mental va simplifier énormément avec la petite distinction entre la menace et la peur. Donc lorsque c'est une menace, c'est réel. Lorsque c'est une peur, c'est pas réel. Du coup, on n'a pas besoin vraiment. On va apprendre à s'en détacher. Donc ne plus rester bloqué, peu importe la situation. C'est le but de tout ce qu'on fait ici. Apprendre à avancer avec tout ce qui est en nous. Donc on n'aura plus aucune excuse et bien se sentir mentalement, peu importe ce qui arrive. Il y a une belle petite citation au cours de la formation, au cours de la masterclass. Tu vas voir tout de suite après. Donc parlons de vous. Ici, j'aimerais vraiment, pendant toute la masterclass, qu'on prenne un petit moment, pendant que tu m'écoutes, tu peux mettre sur pause ou alors je vais forcer un petit moment de silence pour que tu puisses vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que je partage et voir comment est-ce que ça s'applique dans ta vie. Ça, c'est ce que j'ai appris avec Bob Proctor et j'ai payé une énorme somme pour apprendre ces choses-là. Juste comment apprendre, comment est-ce qu'on fait pour apprendre. Et c'était quand j'étais en train d'étudier la science de l'enrichissement, The Science of Getting Rich, où il enseigne les lois de l'univers. Et à chaque fin de son petit audio sur les lois de l'univers, il nous disait, prends la page blanche et écris comment est-ce que ça s'applique dans ta vie à toi aujourd'hui. Donc ça te force à vraiment voir si tu as compris la chose. Parce que comprendre intellectuellement et comprendre par expérience et être capable de prendre ta compréhension et la faire changer de contexte et toujours être capable de faire appliquer la chose sans dévier, sans parler d'une autre chose. Donc vraiment convertir et transmuter et prendre cette même connaissance dans tous les contextes différents, c'est vraiment la preuve que tu l'as compris. Donc si tu es capable de prendre ce que je te dis, de prendre mes exemples et d'aller les voir dans ta vie, d'aller les appliquer dans ta vie et voir comment est-ce que ça s'applique pour toi, comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux t'en servir,
C'est ça vraiment qui va t'aider à intégrer. Et si on ne prend pas ce petit 2 minutes de réflexion, d'y penser, on va peut-être passer à côté d'une grande prise de conscience et d'une belle connaissance. Alors, on va parler des principes généraux en premier. Donc, on a ici, par exemple, quelques fondations comme la loi de la relativité. On va parler de la loi des opposés. Ces deux lois-là, elles sont géniales. Combinées ensemble, c'est magnifique. De la stupide vérité, du passé et du présent. La distinction, on va faire quelques distinctions et clarifier les choses. N'oublie pas que l'ego prend son pouvoir dans le flou. Alors, plus on amène de la lumière dans notre tête sombre, plus on va dissoudre notre ego ou alors diminuer son pouvoir et nous permettre de juste nous épanouir plus par rapport à qu'est-ce qu'on veut et non pas par rapport à qu'est-ce qui nous a programmé à être qui on est aujourd'hui. La désidentification du mental. Quand j'ai fait la formation sur le groupe VIP sur les 6 grands manipulateurs de l'esprit, c'était tout le but de cette formation-là. C'était de vous partager le plus de détails possible sur ces 6 grands manipulateurs, voir exactement comment est-ce qu'ils changent notre perception du monde, comment est-ce qu'ils affectent notre manière de penser, comment est-ce qu'ils changent notre comportement, et voir pas tous les petits détails de comment est-ce que ces 6 manipulateurs se manifestent dans notre vie pour qu'on soit capable de les observer. Et là, tu vas voir juste après, là, observer, c'est la deuxième étape au changement. Et de comprendre que je ne suis qu'un paquet d'outils. Et ça, je tire ça du livre La guerre de l'art. Pas l'art de la guerre de l'art de Steven Pressfield. Un livre qui est magnifique, qui parle de la résistance et qui explique comment est-ce que la résistance se manifeste dans notre vie. Et il expliquait à un certain moment que le pro, donc celui qui a surmonté la résistance, se détache de ses outils. Et il expliquait l'exemple de Madonna. Madonna, quand elle est sur scène, elle est Madonna. Mais Madonna, c'est l'outil de, je sais plus c'est quoi son vrai prénom, mais c'est l'outil de cette personne-là. Elle se sert de son visage, de sa voix, de son corps, de ses gestures, de ses apprentissages, de tout ce qu'elle a développé dans sa vie pour faire Madonna et performer sur scène. Et c'est les outils qu'elle utilise. Elle les utilise à son avantage. C'est pour ça qu'elle avait autant de succès. On va parler des 4 étapes au changement. Première étape, apprendre, connaître la chose. Deuxième étape, observer. On n'essaie pas de changer, on n'essaie pas de comprendre, on fait juste pratiquer des observations de ce qu'on a appris sur les autres, sur notre passé, jusqu'à arriver à pouvoir observer dans le moment présent. Pendant que c'est en train de se passer, je vois que je suis en train de me définir comme ayant des défauts. Tu te vois, là, tu te surprends. Oh, là, j'ai pensé que c'était un défaut. Et puis tu vas commencer à t'en détacher et à observer que, ah ok d'accord, avec ça ici, je considère ça comme un défaut à cause de telle ou telle chose, mais en réfléchissant, en utilisant une des 6 facultés de l'esprit, je vais pouvoir comprendre qu'en fait, il y a une autre manière de percevoir la chose et je vais commencer à pouvoir briser ce schéma, briser le pattern et commencer à avancer vers quelque chose qui me correspond plus. 3 étapes à la déprogrammation. Première chose, c'est très similaire aux 4 étapes au changement. La première étape, c'est de voir que tu es programmé. Deuxième étape, c'est de passer en mode observateur, donc t'observer à être programmé. Et la troisième étape, c'est de rester en tant qu'observateur, donc de ne plus réagir, de ne plus rentrer dans cette identification au schéma. Si ça ne fait pas trop de sens pour toi, t'inquiète pas, avec la répétition, si tu revois cette masterclass encore et encore, et si tu continues d'étudier autour de notre groupe, c'est sûr que tu vas finir par comprendre. C'est des sujets qui m'ont pris quelques mois, années à comprendre. Et là, je vous réduis tout ça là, dans des petites pieces d'informations. Donc, c'est sûr que ça peut être un peu condensé. Mais ce qui m'a vraiment aidé à comprendre, c'est l'imagination, la visualisation. Si je suis capable de le voir et de le contextualiser, là, je le comprends. Donc, on va parler aussi à quel point augmenter sa conscience, ça va permettre de changer. Les 4 étapes au changement, quand on fait des observations, de l'apprentissage et des prises de conscience, tout ce qu'on fait, c'est justement des prises de conscience. On s'élève en conscience et donc on se donne plus d'outils pour changer de perception. Et la réalité ne se change pas, la perception est contextuelle. Ça, c'est une phrase qu'on pourrait répéter assez souvent. La réalité ne change pas. Si la réalité change, c'est que c'est pas la réalité. En fait, si la vérité, si ça peut ne pas être vrai, c'est que ça n'a jamais été vrai. Donc ça, c'est un des principes fondamentaux pour comprendre la distinction entre la réalité et la perception. Une des plus grandes distinctions, toi les petites distinctions clarifiées, une des plus grandes distinctions que j'ai pu commencer à développer dans ma vie. Et j'ai bien commencé parce que je suis encore en train de l'étudier. C'est tellement profond et c'est tellement ça concerne tout. Ça concerne
tout ce qui est de l'être humain. Hein, c'est tout ce qui est dans la tête et dans notre expérience, ça va être la perception. Tout le reste, c'est la réalité. Mais t'inquiète pas, c'est pas le plus important, ça va venir tout seul avec la loi de la relativité, on va en parler encore. Et donc aussi de comprendre que toute chose sert un but. Voilà, t'es prêt? Partie 1, fondation. S'éduquer pour pratiquer des observations justes. Tu vois déjà comment on a intégré les deux étapes au changement? S'éduquer, étape 1, pour ensuite pratiquer des observations. On y va dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'un défaut? Ou plutôt, si on reformule la question, qu'est-ce qu'on considère comme un défaut? Exemple, si j'ai un manque de confiance en moi. Bon, ben là, si on se pose la question, c'est quoi un défaut? Là, tu vas dire, ben, moi, j'ai une manque de confiance en moi. Ok, ben, elle est où la ligne entre un défaut et une qualité? Quand est-ce qu'on considère que la confiance est un défaut? Et quand est-ce qu'on considère que c'est une qualité? Ça dépend de quoi? Et même, à partir de quand est-ce qu'on dit que c'est un manque? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? À quand? Quand tu te poses ce genre de questions-là, tu vas voir que c'est un contexte, que c'est un concept. Un concept qui est totalement flou, qui dépend de chaque personne, qui dépend de chaque contexte. Donc de dire que tu as un manque de confiance en toi, général, dans ta vie, c'est mentir. Ou alors ce n'est pas savoir c'est quoi la vérité. Parce qu'on a peut-être des manques de confiance. Personnellement, tu vois, il n'y a pas très longtemps, là, je suis à Bali, j'ai rencontré Ulysse Lubin et toute sa clique d'entrepreneurs. Et avant d'aller le voir, je me sentais en pleine confiance. D'ailleurs, j'étais même surpris de voir à quel point je me sentais bien et calme à l'idée d'aller voir des grands entrepreneurs que je respecte et que je suis depuis très longtemps. Une fois arrivé là-bas, une fois que j'ai commencé à parler avec eux, ça allait très bien. Le jour d'après, le matin, on a commencé à parler de business, on a commencé à parler de nos entreprises puis de ce qu'on fait. Et j'ai senti un gros manque d'estime de moi, de confiance s'installer. Je commençais à parler d'une manière qui me mettait comme en dessous. Et je commençais à voir tous ces patterns-là. Fait que tu vois, je me suis pas dit, ah ben là, je manque de confiance, puis je suis une personne qui manque de confiance. Non, j'étais même content. J'étais content de voir que je manque de confiance. Et tu vois, c'est justement en utilisant tout ce que je vous partage aujourd'hui que j'en suis arrivé là. J'étais content de prendre conscience que je manque de confiance et que j'avais une faible estime de moi dans ce contexte. Pourquoi? Parce que ça voulait dire que je venais d'augmenter, de faire un gros kick dans la qualité de mon environnement, la qualité de mon entourage, des gens qui sont autour de moi. Je venais de grandement améliorer la qualité de mon entourage, donc je me sentais plus petit. Et ça, c'est un très beau signe. Ça veut dire que je m'entoure de bonnes personnes qui me correspondent. C'était pas un inconfort parce que je suis pas à la bonne place. C'était un inconfort parce que je suis à la bonne place et que j'ai l'habitude de me comparer aux autres et que là, ben, cette fois-ci, les gens avec qui je me compare sont beaucoup plus hauts, donc je me sens tout petit. Donc ça m'a appris aussi à arrêter de me comparer. De un, même si je me comparais, du coup, par habitude avec des gens plus petits, entre guillemets, donc je me sentais toujours bien. Mais là, je me sentais mal parce que c'était cette belle habitude de se comparer. Tu vois, elle a été un bénéfice pendant très longtemps et là, elle est devenue un défaut. Mais la vraie vérité, là, c'est qu'elle n'est ni un ni l'autre. Donc, le manque de confiance en soi, il va être contextuel. Ça dépend par rapport à qui tu te compares. Dans quelle situation. Donc, qu'est-ce qu'un défaut? On ne sait pas. Un défaut, c'est un concept, c'est très flou. Donc, j'ai fait une petite liste là, de choses que tu peux considérer comme des défauts. C'est très général, hein, mais on va dire dans les caractéristiques et les attributs personnels, il y aura ta voix, la texture de ta voix, l'articulation, la forme de ton corps, des membres, du visage, la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux, ton corps, la couleur de ta peau. On peut avoir aussi dans les structures mentales, donc tout ce qui va être au niveau de ta mémoire, les 5 sens, et puis même s'il y a d'autres sens, le conditionnement, ta manière de penser, tes croyances, la quantité de bruit intérieur, dire je suis tout le temps stressé, j'ai tout le temps plein de pensées négatives. Bon, tout ça, on peut considérer ça comme des défauts. Comportement, donc ça peut être ton attitude. Ah, moi j'ai une très mauvaise habitude, je sais pas comment me comporter socialement, j'arrive pas à me faire des amis. Ou alors les réactions, je suis tout le temps stressé, puis les gens ils me font chier, puis ça m'énerve. Ou alors la colère, puis tout ça. L'habileté à faire des choses. Je suis maladroit, puis j'arrive jamais à rien faire. De toute façon, je suis pas bon, j'ai pas assez de skills. Et le savoir-faire, donc aussi ta connaissance, ta sagesse, tout ce que tu as développé dans ta vie. Et puis, on pourrait aussi voir au niveau des émotions. Penser que j'ai des émotions instables. Vous pensez que je suis instable émotionnellement. Ou alors que j'ai plein d'émotions négatives. Et quand on voit les 5 émotions, c'est selon les théories générales, là. Dans les 5 émotions, il y en a 4 qui sont négatives. Il y en a 4 qui sont désagréables et une seule qui est agréable. Donc c'est sûr que si tu te bases là-dessus pour définir qui tu es et ton état d'être,
ben t'as du coup 5, 25, ça fait 20, ça fait 80% de négatif. Voilà. Donc c'est un très mauvais point de référence, hein? On se met d'accord là-dessus. Et être trop sensible, enfin bref. Tout ça, on pourrait considérer ça comme des défauts. Donc si jamais tu te reconnais dans quoi que ce soit ici, ce qui est sûrement le cas, même moi je me reconnais dans quelques-unes de ces caractéristiques, ben, on va apprendre à transformer ça en outil. Qu'est-ce qu'un outil? C'est une chose qui peut être utilisée, dont on reconnaît l'utilité. Et idéalement, ben, on sait quoi faire avec. On sait reconnaître qu'un marteau, ce n'est pas si mauvais, ce n'est pas bien, ce n'est pas utile. Par définition, hein. On peut trouver ça utile, mais ce n'est ni mauvais, ni bien, ni utile. C'est une chose qui a le potentiel d'être utile selon le contexte et qui, si bien utilisée dans le bon environnement, sera un bon outil. Si tu prends un marteau pour cuisiner des œufs, c'est pourri. OK? On ne change pas la nature d'un outil en l'utilisant. Donc c'est pas parce que j'ai pris un marteau pour cuisiner des œufs que tout d'un coup, la nature de l'outil, le marteau, devient pourri et devient mauvais et devient inutile. Ça, c'est pensé à l'envers, ça fait aucun sens. Le marteau, c'est un marteau et c'est à moi d'apprendre à l'utiliser. Tout ce qui est dans ton expérience personnelle, c'est des choses qui sont dans ton expérience personnelle et c'est à toi d'apprendre à les utiliser. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. L'argent, les couteaux, notre voix, une voiture, la jalousie, l'ego, nos chaussures, une piscine, un ordinateur, une table sont des outils. On va commencer avec la loi de la relativité. Fondamentalement, rien n'est bon ni mauvais. Rien n'est grand ni petit. Pour définir la qualité de quelque chose, il faut forcément le comparer à une autre chose. Et donc, sa description dépend directement de l'objet de comparaison. Ici, c'est de l'objet de comparaison. Donc, la description des choses qu'on va définir dépend de à quoi est-ce qu'on les compare. Donc, dans la loi de la relativité va dire que ben, mon ordinateur ici, c'est un ordinateur. Et si je veux dire que c'est un bon ordinateur, il faut forcément que je le compare à un autre ordinateur, qui va être par définition moins bon. Et vu que le point de référence est moins bon, je peux définir le mien comme étant meilleur. Si toi, même chose avec mes amis, là. Si je me considérais comme moins bon, c'est parce que je m'étais comparé à quelqu'un qui était meilleur. Donc, si tu veux te comparer, au moins, la base, la fondation, c'est prends conscience. C'est quoi ton point de référence? Sur quoi tu te bases pour te comparer? Puisque toutes les choses est, dans la vérité, c'est que les choses sont. Donc, si tu veux définir quelque chose comme étant bon ou mauvais, assure-toi que tu le fais à ton avantage. Utilise tes outils correctement. Pour définir une chose, elle doit forcément avoir un contexte, des frontières, des distinctions. Donc là, je donne ce petit exemple de la visualisation. Si tu fermes les yeux, pense à le néant, au néant, ok? Il n'y a rien du tout. Et maintenant, prends ce rien du tout et vois-le comme étant tout blanc. Si tu fermes les yeux, c'est encore mieux, parce que tu vas vraiment pouvoir visualiser la chose. C'est un vide blanc, complet. À partir de ce vide blanc complet, maintenant, imagine juste le sol. Dans ce grand, grand néant blanc. Maintenant, tu es sur le sol. Il y a un sol dans ce grand néant blanc, qui est blanc aussi. Mais tu le vois. Sur ce sol, maintenant, tu peux mettre un mur. Donc là, tiens, on commence à définir les choses. On commence à les distinguer, à mettre des frontières. Donc là, il y a un sol, il y a un mur tout seul, qui n'est pas très large, là, c'est juste un petit mur. Et après ça, tu peux mettre un plafond. Donc là, tu as un mur, tu as un plafond qui est par-dessus le mur. Et puis maintenant, tu vas fermer et faire une boîte avec ça. Donc tu vas mettre 3 autres murs qui vont être tous entreconnectés. Donc là, on commence à avoir une genre de pièce. OK? Et si dans cette pièce, toute blanche encore, on met une porte, et qu'on met une fenêtre, et qu'on met un lit, bon ben tout d'un coup, tu as une chambre. La chambre, tu peux la comprendre, tu peux la voir, tu peux voir qu'elle existe seulement grâce aux limitations des murs, du plafond, grâce au fait qu'il y a une porte, parce que s'il n'y a pas de porte, c'est pas une chambre. Donc, pour que cette chambre existe, elle a besoin de tout un paquet de caractéristiques. Donc ça, c'est un petit peu avec la même chose, avec les défauts, les qualités. Pour que ça existe, il faut que tu les mettes en contexte. Il faut que tu les places dans une situation. Mais ça, quand on comprend ça, c'est du monde de la perception. On va créer des éléments pour pouvoir se donner une perception compréhensible de ce qu'on veut étudier. Il faut savoir que ça, on peut changer de perception.
Si je suis dans la chambre, ben, je sais que c'est une chambre. Mais si je suis dessus, ben, peut-être que je vois juste un sol qui est surélevé par rapport à un autre sol. Mais je vois pas que c'est une chambre. Je vais juste voir qu'il y a un sol carré surélevé. La perception change. Et on va apprendre à faire ça avec nos outils, avec nos qualités, nos défauts. Et donc, toute chose a ses propriétés. Quand je dis toute chose a ses propriétés, c'est par exemple ton manque de confiance. Il a des propriétés. Le manque de confiance va amener à ne pas oser faire certaines choses, se sentir inconfortable dans certaines situations. Ça va amener des propriétés bien précises. Et donc, si ces propriétés-là existent, c'est qu'elles ont une utilité, parce qu'elles font quelque chose. Sinon, ça n'existerait pas. Toute chose qui existe a des propriétés. Un mur, le simple fait que le mur existe, a une utilité. Bloquer, séparer, être là, je sais pas, décoration, peu importe c'est quoi, il a une utilité. Donc, placé dans le bon contexte, toute chose peut être bénéfique, comme mauvaise. La loi des opposés nous dit que tout dans l'univers a besoin de son opposé pour exister. Le succès contient les graines de l'échec. L'échec contient les graines de succès. Le choix est le vôtre. Donc, si tu avances dans la direction de ton focus, ça veut dire que tu vas avancer en disant ben, « je choisis d'apprendre », tu vas avancer vers le succès. En fait, à partir du moment où tu avances, tu es dans le succès. Et tu ne peux pas échouer. Arrêter, c'est choisir l'échec. Avancer, c'est choisir d'apprendre. Donc, avancer dans la direction de ton focus, si tu te concentres sur l'échec et que tu te dis oh, « de toute façon, j'ai raté, puis ça sert à rien », puis t'arrêtes, et tu arrêtes d'avancer, ben oui, tu viens de créer l'échec. Dans ta propre expérience, tu as choisi l'échec, que ce soit conscient ou inconscient. Le but ici, c'est nous, on veut développer notre conscience pour que tu puisses avoir un choix conscient. La plupart des gens, il y a plein de gens qui vont dire « Tu es responsable de ta vie ». Ouais, c'est vrai dans la théorie, c'est vrai dans la réalité, mais c'est pas vrai dans le sens où tu n'es pas conscient que tu as le choix d'autant de choses. Donc le but ici, c'est de développer ce choix pour plus que ce soit un choix inconscient. Parce qu'inconsciemment, tu choisis l'échec ou le succès. Mais là, le but ici, c'est que ce soit conscient, qu'on puisse réfléchir et décider dans notre jolie petite vie. Donc, puisque tout part d'un point, ben, voilà, d'où la définition du succès qui s'aligne avec les lois. La définition du succès selon Earl Nightingale, que Bob Proctor a repris. Ça fait 70 ans, 80 ans qu'il répète la même définition et elle n'a pas changé d'un seul mot. Parce qu'elle est tellement alignée avec les lois, elle est tellement parfaite que c'est juste intégrer ça en soi. Pour moi, c'est un grand motivateur d'avancement. Donc, cette loi, cette définition, elle dit que le succès, c'est la progressive, la réalisation, là c'est en anglais, la réalisation progressive d'un objectif digne. Réalisation progressive d'un objectif digne. Tant que je progresse vers mon objectif digne, donc pour lequel je vais échanger ma vie, pour lequel c'est la plus grande passion, ou alors le truc qui est vraiment, ok, je vais dédier ma vie à ça, tu es dans le succès. Tant que tu avances vers un objectif digne, tu es dans le succès. Et puis évidemment, plus cet objectif va être clair et profond et vraiment te correspondre là, par rapport à toutes les caractéristiques que tu auras appris sur toi-même à force de travailler les choses qu'on va partager aujourd'hui, plus tu auras de succès. Donc, puisque tout part d'un point, pour prendre la moitié d'un point et le mettre en haut, il faut forcément faire une autre moitié en bas. Depuis ce même point, si j'avance de 2 mètres vers un autre point, je peux forcément reculer de 2 mètres vers ce premier point. S'il y a 1000 km entre la France et le Québec, je ne sais plus c'est combien exactement, eh bien, il va y avoir 1000 km entre le Québec et la France. C'est logique. Si tu peux avancer, si tu peux rentrer dans une pièce, tu peux forcément en sortir. À moins que tu changes les caractéristiques entre-temps. Si tu rentres et que là, tu enlèves la porte, oui, ok, tu peux pas sortir. Mais si on ne change pas la réalité, si on ne change pas les conditions, si tu peux faire quelque chose dans un sens, tu peux le faire dans l'autre sens. Donc ça, c'est la loi des opposés. C'est tout a un opposé. Pour exister, tu dois faire la polarité des deux. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Ou même il n'y a pas d'ombre sans lumière, plutôt. Puisque l'ombre, c'est l'absence de lumière. On va voir ça aussi juste après. Puisque tous les événements sont neutres, si je peux dire qu'il est négatif, je peux forcément dire qu'il est positif. Donc si c'est bon, que j'ai des défauts, des qualités, peu importe, c'est que ça peut être mauvais. Un plus n'existe pas sans son moins. Dire qu'un événement n'a que du mauvais, c'est juste juger trop tôt. Et je ne sais plus qui avait fait cette citation, il me semble que c'était un président.
Mais c'est une magnifique citation. C'était juste, si tu juges quelque chose comme mauvais, c'est juste parce que tu juges trop tôt. Si jamais tu as de la difficulté avec ça, le film de Shaq, en français, c'est Le chemin du pardon, que tu peux trouver sur Netflix, je pense. C'est un film merveilleux qui enseigne cette chose-là. C'est un gars justement qui va perdre son enfant et il ne va voir que du mauvais. Et ça va développer une grosse rage, il va s'empoisonner émotionnellement à cause de ça, avec sa rage contre une autre personne. Et il va apprendre avec le film à trouver comment est-ce qu'il peut y avoir du bon dans ça. C'est une chose très très dure, là, d'arriver à pardonner et à continuer à avancer dans sa vie alors que quelqu'un a tué ton enfant. Mais c'est un film magnifique. Voilà, je t'encouragerais à le regarder si jamais tu as le temps. Hors perception, un défaut n'existe pas. Là, on commence à challenger les petits esprits. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je te laisse le temps d'y penser un petit peu avant de continuer si jamais tu veux mettre sur pause. Hors perception, un défaut n'existe pas. Pas plus qu'une qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on revient là, la loi de la relativité et des opposés. Un défaut n'existe pas si on enlève la perception. Puisque, selon la loi de la relativité qui dit que tout est. Du coup, les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises. Hors perception, un défaut n'existe pas. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? C'est important de savoir aussi pourquoi est-ce qu'on se pose ce genre de questions. Nous avons le choix de perception. Et ça, je pense que c'est la chose, une des plus grandes prises de conscience qu'on pourrait développer à travers cette masterclass. On a le choix de perception. J'ai le choix de perception. J'ai le choix, quand il arrive quelque chose, de prendre par défaut la perception qui m'est offerte par mon expérience. On n'a pas le choix dans le sens où, par défaut, tu peux juste prendre la perception qui t'arrive en ce moment. Ça, c'est là ce qu'on parle de la stupide vérité. On avait dit, on allait parler de la stupide vérité, c'est ça. La stupide vérité du présent et du passé, c'est que le présent et le passé ne peut que s'accepter. Puisque ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train de se passer. Si tu ne l'acceptes pas, c'est que tu parles dans un monde imaginaire. Et si tu n'acceptes pas le passé, c'est soit que tu es dans le déni, ou encore une fois, tu parles dans un monde imaginaire. Ou alors tu fais juste ignorer, et tu laisses ça dans l'ombre, et tu laisses l'ombre te gruger, te ronger avec le temps. Et ça, on n'a pas envie de ça. Donc, la stupide vérité, si nous avons le choix de perception, techniquement, on a un preset de notre passé qui nous amène à chaque milliseconde à percevoir ce qui est autour de nous d'une certaine manière bien précise. Et ça, on ne peut pas s'en rendre compte, ça se fait naturellement, automatiquement. Mais lorsque des événements plus marquants, autant positifs que négatifs, on peut décider de récupérer la conscience sur qu'est-ce qui est en train de se passer, de vraiment être en pleine conscience, en fait, de ce qui est en train de se passer comme expérience, et de se dire, ok, ça c'est en train de se passer, et je suis en train de réagir de telle manière. Ça veut dire que j'ai telle perception. Est-ce que cette perception me sert? Je me donne le choix. Tu sais, on est rendu là dans la deuxième phase du changement. Première phase, apprendre. Là, on est en train d'apprendre sur la perception. Deuxième phase, observer. Observer comment est-ce que la perception va affecter notre expérience. Et se poser des questions. Réfléchir, c'est le processus de poser des questions. Mais nous n'avons pas le choix de ce qui nous est disponible pour évaluer les choses. On reste donc souvent piégé dans notre ignorance, donc dans notre setup, comme j'avais dit, de notre passé. Et c'est là qu'interviennent les deux facultés mentales, la raison et l'imagination. Donc vu qu'effectivement, notre perception dépend du passé, ça, on peut rien y faire. Dans le moment présent et dans le passé, on n'a pas choisi notre perception. On peut aller maintenant dans le passé et switcher la perception, mais ça ne change pas ce qui s'est passé. L'expérience que j'ai eue, elle est là. Le but de faire ça aussi, là, ce n'est jamais, et je vais en parler juste après, ce n'est jamais d'être dans le déni de notre expérience. Okay? Là, on parle de la réalité. On parle des choses telles qu'elles sont. Et des fois, on parle de la perception. Je vais faire de mon mieux pour vous dire, ok, là, on est dans la réalité, là, on est dans la perception. Il faut vraiment penser de manière différente dans chaque monde. Le monde de la perception, c'est comment tu vis tes expériences, comment tu expérimentes le monde. Le monde de la réalité, c'est le potentiel des choses. C'est juste comment les choses sont, par défaut. Donc, dans le passé, tu as vécu un événement, un manque de confiance, ça te fait mal, tu as eu un trauma. Peu importe si tu changes ta perception ou non, ça va jamais enlever le fait que tu as eu un trauma. Et tu as eu une expérience. Tu peux guérir de ce trauma, tu peux changer l'effet aujourd'hui. Mais tu peux pas changer ce qui s'est passé. Tu peux changer ta manière de percevoir. Fait que faut juste pas confondre les deux. Si jamais tu as besoin d'aide, si jamais tu n'es pas trop sûr, envoie-moi un message. On pourra aller vraiment plus dans des spécifications pour toi, okay, dans ta propre vie,
pour vraiment m'assurer que ça, tu l'as bien compris et qu'on n'entre pas dans une forme de déni ou de rejet de notre expérience. Le but, c'est de vivre pleinement notre expérience et de l'accepter. Et d'utiliser ça pour se donner un choix dans le futur. Tu sais, Bob Proctor disait, le changement, on ne va jamais essayer de changer le passé ou le présent, la stupide vérité, hein. Mais ce qu'on peut faire, et c'est même ce que Gandhi disait aussi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Tu vas pas essayer de changer le monde, tu vas jamais essayer de changer les gens, tu vas jamais essayer de changer ce qui est arrivé. Mais tout ce que tu peux faire, c'est créer un modèle de vie, un modèle de pensée, un modèle d'être qui rend les problèmes ou les défauts obsolètes. Donc on va pas essayer de changer les gens, on va juste nous créer un environnement, un mode de vie, un entourage où ce problème avec ces gens-là est obsolète, n'existe plus. Ou alors ne nous dérange plus parce qu'on a changé notre perception, notre mindset, ou peu importe. Ou qu'on a développé de la compassion, enfin bref. On ne change pas les choses, le présent ni le passé. On crée un modèle de vie qui va dans le futur rendre les choses qu'on ne veut pas obsolètes. Ça va juste tri sélectif, disparaître. Vouloir une expérience positive, c'est une expérience négative. Accepter une expérience négative, c'est une expérience positive. Mark Manson. Je te laisse rebondir là-dessus si tu as besoin. Une très belle phrase. Partie 2. Transformation. Passer du défaut à l'outil. J'avais des défauts et maintenant, j'ai des outils. Maintenant, on comprend qu'on a des outils. Et j'ai su voir la vérité et me détacher de la perception. Sans entrer dans le déni de la perception. Sans chercher à renier ou à rejeter la perception. Juste me détacher. Ne plus être que ma perception, ne plus être esclave de ma perception. Sortir de la matrice, entre guillemets. Donc soyons clairs. Donc c'est pour ça que je te posais la question et que je t'expliquais un petit peu plus avant. Pourquoi apprendre ces choses-là et se poser ces questions? Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on fait ça ici? Ouais, petite animation cute. Le but, c'est simplement d'avoir le choix et avoir les outils pour faire un bon choix. Il ne s'agit pas de se mettre en avant dans la course à transformer tous nos défauts et chercher à n'avoir que du bon. Ni à rejeter, nier, dénigrer notre perception ou celle des autres. Notre perception est valide, peu importe la réalité. Stupide vérité. Ok? Retiens bien ça, la stupide vérité du présent et du passé. La perception et l'expérience que tu fais et que les autres ont est toujours valide. Quelqu'un qui se fait tromper et qui se sent soulagé, c'est valide. C'est ce qu'il est en train de vivre dans le moment présent. C'est valide. On ne peut pas juger ça. On pourrait peut-être juger les actions qui vont entreprendre ou les réactions. Mais ce qui est en train de se passer dans le présent et dans le passé, et ce qui est passé du coup, ne peut être que valide, puisque ça s'est passé. Et c'est ça qui est ça. Ça peut pas être autre chose que valide. C'est ça. Ok? J'espère que ça c'est clair. Donc juste d'avoir le choix. Le but ici, là, pour se poser ces questions-là, tout ce qu'on fait ici, c'est nous développer un pouvoir de choix. On s'en fout de savoir ce qui est vrai ou pas, autrement que pour toi, avoir la possibilité de choisir ce que tu penses qui est le mieux pour toi. Donc, peu importe même si tout ce que je vous partage est vrai ou pas, au final, c'est peut-être pas le plus grand débat. Le plus grand débat aussi, c'est de savoir si toi, ça t'aide. Est-ce que ça te sert? C'est sûr que bon, c'est dans ma grande course à la vérité. Là. Je veux partager des choses qui sont vraies. J'ai pas envie de partager n'importe quoi. Mais surtout, j'ai envie de partager des choses qui je considère vraies, mais aussi qui aident. Et c'est ça qui est le plus important, c'est est-ce que ça t'aide? Savoir si Dieu existe ou pas, on s'en calisse en bon québécois, on s'en fout. Est-ce que ça t'aide d'y croire ou non? Suis ta propre vérité, suis ce qui est à l'intérieur de toi, suis comment toi tu te ressens par rapport au monde et à tes croyances. Si tu as une croyance qui te détruit et que tu sens qu'elle ne te sert pas, pourquoi est-ce que tu la gardes? Pratique les 4 étapes, apprends, c'est quoi la croyance, qu'est-ce qui se passe? Et puis à force de faire des observations sur ce que tu as appris, tu vas pouvoir voir, ok, j'ai cette croyance-là, ça m'affecte de telle manière, dans telle chose. Là, tu vas commencer à avoir une bonne prise de conscience dessus, tu vas pouvoir juste développer ta conscience et avoir un choix. Ah, maintenant, je vois clairement que j'ai cette croyance. Elle ne me sert plus. Parfait. Quelle croyance je vais pouvoir prendre, choisir pour la remplacer? C'est pas toujours bon de juste éliminer. La plupart du temps, ce qui va être bon, c'est de remplacer. Donc là, on va développer nos 6 facultés mentales. À quoi ça sert, en fait? Ça va être de renforcer la présence de notre conscience. Si tu veux essayer de retenir les 6 facultés, tu peux utiliser RIM VIP.
Donc, raison. Donc, à quoi ça sert la raison? C'est surtout à réfléchir et à se poser des questions, donc. L'intuition, qui va capter les signaux vibratoires alignés à notre conscience, à notre état. J'ai pas mis le dernier mot. Mémoire, c'est garder l'information accessible à la conscience. La volonté va permettre de se concentrer ou de garder une image de nos désirs ou de peu importe ce qui est important pour nous en tête. L'imagination, ça va être de vivre l'expérience d'un monde créé ou simulé. Et je dis bien vivre l'expérience d'un monde créé ou simulé. Pas juste imaginer. Ça a un impact. Et la perception, ben, ça va être de définir l'expérience tirée du réel. Donc nous ici, on va travailler principalement sur les trois que j'ai surlignés, là. Raison, imagination, perception. On a déjà beaucoup parlé de la perception, on a déjà parlé un petit peu de la raison, et on va aller un petit peu aussi sur l'imagination et plus sur la raison en profondeur, là. Et la faculté, pour moi, c'est un muscle. Si tu penses avoir une mauvaise mémoire, c'est totalement faux. Tu as une excellente mémoire. Nos facultés sont parfaites. Elles sont juste plus ou moins développées. Donc peut-être que tu n'as pas développé ta mémoire parce que tu ne l'as pas beaucoup utilisée ou alors que tu ne l'as pas utilisée de la bonne manière. Tu n'as peut-être pas beaucoup développé ta volonté de te concentrer et d'être focus. Mais tu as une très bonne volonté, une volonté parfaite de te concentrer. À moins d'avoir certains tics ou certains problèmes de concentration. Mais là, même là, j'aurais envie de dire que ça va être une pratique. Ça va peut-être te prendre plus de temps, plus de pratique. Mais je ne suis pas expert sur les personnes qui sont diagnostiquées. Donc là-dessus, ne m'écoute pas. Et développer les 6 facultés, ça va nous permettre d'être alignés avec les lois. Donc, elles t'assurent le succès. Si tu les développes, ça t'assure le succès. Si tu continues à les étudier, là, il y a vraiment à approfondir ces choses-là, tu vas pouvoir voir à quel point c'est aligné avec les lois. La raison, donc là, il y a 3 petits points, là. Lorsque j'étude, que j'observe un défaut, je réfléchis. Donc, quand je pratique la deuxième étape au changement, je réfléchis, je me pose des questions. Est-ce que c'est réellement un défaut? Si j'ai bien retenu ce qu'on a partagé dans cette masterclass, la réponse est ben, ça dépend de la perception. Alors, ce n'est ni un défaut ni une qualité, ça c'est la vérité. C'est rien, c'est tout, c'est ce que c'est. Mais est-ce que moi, j'ai envie de voir ça comme un défaut? Et c'est très bien si tu as envie de le voir comme un défaut. C'est ton choix. Le but ici, c'est d'avoir le choix. Je m'en fous quel choix tu prends. Tant que tu prends un choix qui est bon pour toi et qui te sert, moi je suis très content. Donc, est-ce que tu as envie de choisir de dire que ça c'est un défaut? Tu peux dire oui. Il y a plein de choses dans ma vie que je considère comme étant des défauts. Parce que c'est pas aligné avec qui j'ai envie d'être. C'est pas aligné avec les choses que je veux faire. Donc oui, je dis ok, ça c'est un défaut. J'ai envie de le changer. Je vais pas dire que c'est une qualité. Je vais pas commencer à jouer avec ma perception. Non. Ça me sert pas. Ce que j'ai en moi en ce moment ne me sert pas et j'ai pas forcément envie de travailler sur un changement d'acceptation ou quoi que ce soit parce que j'ai envie, j'ai l'énergie, j'ai le potentiel et j'ai même la capacité aujourd'hui de le changer. Mais là aussi, ce que je vous partage aujourd'hui, avec tout ce que je vous partage, c'est que si jamais tu vois que tu as un défaut, mais que tu ne peux pas faire le changement pour n'importe quelle raison, c'est là que tu peux aller utiliser tout ce que je te partage ici pour apprendre à l'utiliser à ton avantage. Comme ça, tu n'as pas besoin de changer, tu as juste besoin de le réutiliser différemment. Donc, là, ici, c'est encore une fois, je ne vous partage pas aucune vérité pure, je ne vous dis que je vous donne des outils. Mon but, là, à travers cette masterclass, c'est que tu aies tous les outils qu'il te faut pour choisir. Est-ce que je garde le défaut? Est-ce que je transforme le défaut en bénéfice? Est-ce que je change ce qui est un défaut en ce moment et je change complètement le comportement? Je change la vérité, je ne suis plus comme ça. Tu peux décider de rester comme ça et l'utiliser à ton bénéfice ou le garder comme quelque chose qui n'est pas bon. Mais tu peux aussi décider de changer de comportement. C'est possible. C'est ton choix. Réactualiser. C'est quand on utilise notre raison, on va souvent réactualiser. Donc c'est une des lois de développement qu'on travaille sur le groupe VIP. Réactualiser, c'est juste remettre à jour nos croyances, remettre à jour notre manière de penser par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc tu sais, une bonne manière de réactualiser, c'était, j'ai conduit ma voiture, j'ai passé mon permis au Canada, j'ai conduit toute ma vie, ma petite vie comme n'importe qui. Et puis là, je suis arrivé à Bali, en Indonésie. Et j'ai commencé à conduire mon scooter. Donc, si je n'utilise pas ma raison, si je ne réfléchis pas et que je ne réactualise pas en me disant « Oh, je suis à Bali, il y a des choses qui ont changé. » Qu'est-ce qui se passe? Si je ne réfléchis pas, que je n'utilise pas ma conscience,
il y a un 100%. Il y aura toujours un 100% entre conscience et subconscience. Si j'utilise pas ma conscience, par défaut, je suis dans l'automatisme. Si je suis par automatisme, par défaut, c'est le résultat du passé. Il faut que je réactualise. Hey, je suis à Bali. Réfléchis, Sam. Pense pendant que tu es en train de conduire. Parce que si je pense pas, je conduis de manière automatique. Ce qui veut dire, comme je l'ai toujours fait avant, à droite. Et là, je vais voir des lumières qui se rapprochent de moi et je vais me demander, c'est étrange. D'habitude, les lumières, elles font pas face à toi d'une manière si directe. Comment ça se fait? Ah, peut-être parce que je suis à Bali. Pas du bon côté. Réactualiser. Mettre à jour. Plus la désidentification mentale est avancée et plus la raison va être puissante et pure. Parce que ça va être difficile de raisonner quand tu es dans un conflit avec copain, copine, femme, mari, peu importe. Dans la colère, dans un pattern, dans une blessure du passé, de l'abandon, quoi que ce soit. Parce que tu n'as pas vraiment accès à ta raison ou alors elle est filtrée par tout ton passé, par toutes les identifications que tu as. Donc si tu ne vois pas que tu es en train d'être en colère, que tu es en train d'être dans une réaction subconsciente ou de ton passé, d'une blessure, ta raison va être très, très, très biaisée. Extrêmement filtrée. Et peut-être même pas disponible. Imagination, le deuxième point. Et là, ce que je vous partage ici, encore une fois, c'est par rapport aux défauts. Quand on a un défaut, ce qu'on va utiliser, c'est notre raison pour raisonner, pour réactualiser, voir ce qui est ici en ce moment. Parce que par automatisme, je vais me dire qu'un défaut, c'est mal. On va réfléchir ici pour changer ça. Et imagination, on utilise ça pour se rappeler qu'il y a une infinité de perceptions qui existent. En plus, avec les lois des opposés, là, que si il y a un négatif, il y a forcément un positif. Donc si je perçois cette chose comme un défaut, je peux me rappeler avec l'imagination et je peux même me créer dans mon imaginaire à quoi ça ressemblerait si ça c'était une qualité. Ou comment est-ce que je réagirais, comment est-ce que je m'en servirais si c'était un outil, si c'était ni mal ni bon. Qu'est-ce qui se passerait? Imagination. Crée-toi un monde où tu peux essayer de remettre en contexte les connaissances que je vous partage aujourd'hui. Laissez place aux possibilités encore inconnues. Parce que ça, avec l'identification à ton ego, tu vas juste te concentrer sur du coup ce qui est déjà connu, le passé et la continuation du passé. Donc, ça a toujours été un défaut, puis c'est un défaut pour tout le monde et pour la société, du coup, c'est un défaut. Non, là on peut laisser place aux possibilités encore inconnues que, peut-être que, ou même que, il y a la possibilité de voir ça comme étant une qualité. Quand on voit la vérité, le potentiel, il y en a un. Il y a un potentiel de voir ça comme une qualité. Peut-être que j'ai pas envie d'aller chercher la qualité. Peut-être que de dire que comment Hitler a agi, son comportement, en fait, c'était de très belle qualité, qu'il avait une très belle personnalité. Je peux dire ça. Il y a des gens qui le croient. C'est possible de trouver que ça, c'est une qualité et que c'est une très bonne chose à faire. C'est possible. Parce que par définition, si on peut dire que c'est très mauvais, c'est qu'on peut dire que c'est très bon. On va dire que c'est très mauvais ici dans le cas de Hitler, dans le cas extrême, parce que ça va pas dans le bénéfice, ça va pas dans l'avancement de l'humanité. Et vu qu'on est des humains, on va dire que tout ce qui aide les humains c'est bon et tout ce qui aide pas les humains c'est mauvais. Mais du point de vue d'un arbre, ce qu'il a fait, peut-être que ça a créé moins de pollution, ou peut-être au contraire ça a créé plus de pollution. Enfin bref, du point de vue d'un alien, peut-être que c'était un jeu, peut-être que c'était drôle. Il y a plein de points de vue différents sur la même chose. On ne peut pas juste se restreindre à notre petite tête, parce qu'on est limité. Enfin, tu peux si tu veux, mais tu t'empêches le choix, si tu fais ça. Donc moi ici, je veux juste donner la possibilité à plus. Personnellement, j'ai pas envie de choisir que de prendre une perception comme quoi ce que Hitler a fait est bon. J'ai pas envie de le faire. C'est pas parce que la vérité te dit que c'est possible qu'il faut le faire. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui rentrent en conflit, qui disent « Non, Sam, ce que tu dis, c'est pas vrai !» Parce qu'ils veulent pas accepter que ça peut être bon. Mais ça, c'est l'ego qui s'attache à des valeurs, à une identification. Je suis parce que je défends cette valeur-là. Ça fait partie de mon identité. Donc si je viens dire qu'il est possible de voir ce que Hitler a fait comme étant une bonne chose, ça peut être perçu pour certaines personnes comme une attaque personnelle. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer. Et je ne suis pas en train de défendre le fait que c'est bon ce qu'il a fait. Tout ce que je suis en train de dire, c'est voici ce qu'il a fait. C'est ni bon ni mauvais. Vu qu'on est des humains, on va dire que c'est mauvais, parce que ça ne va pas dans le bénéfice de l'humanité. Mais
pour n'importe quoi d'autre, ou pour des gens qui sont complètement manipulés ou qui ont juste une perception bien spécifique, ben pour eux, ça va être bon. Voilà, c'est juste ici le but, encore une fois, c'est de se donner le choix. Juste ça, se donner le choix. Et après, tu fais ce que tu veux. Tu choisis ce qui est bon pour toi. Un outil, on l'utilise correctement. On ne va pas cuire des œufs avec un marteau. OK? Voilà. Et se recentrer sur ce que je veux avec l'imagination, donc peu importe les circonstances dans ma vie, peu importe à quel point je pense avoir des défauts, qu'est-ce que je veux? Avec l'imagination, je peux aller chercher dans ma tête un monde où il y a tout ce que je veux. Et à quoi ça ressemble? Comment est-ce que je me comporte? Comment est-ce que je réagis face à mes circonstances? Comment est-ce que... C'est vraiment se créer un monde. Se détacher des 5 sens principaux, là, de ce que je vois, ce que j'entends, de ce que je vois dans mon compte en banque, de comment est-ce que j'ai réagi hier, de comment est-ce que je me suis senti quand j'ai... Juste les 5 sens, si tu les mets de côté et tu pratiques l'imagination pure à juste inventer quelque chose par rapport à ce que tu veux, ou peut-être pas inventer, ça peut être juste recycler ton passé ou le nettoyer, peu importe comment tu veux utiliser ton imagination. Si tu le fais par rapport à ce que tu veux, et non pas par rapport à ce que tu penses qui est possible, non pas par rapport à ce qu'il faut que tu changes en continuité au passé. Tu sais, peut-être que ce que tu veux, ça n'a rien à voir avec ta vie. Et peut-être que du coup, ça paraît impossible d'avoir ce que tu veux parce que c'est pas dans la continuité de ta vie. Si tu as été médecin pendant 45 ans et tu te dis, ah ben finalement, j'aimerais ça devenir un artiste et faire des tableaux. Il y a des gens qui vont s'empêcher du coup de juste imaginer. Parce que le simple fait d'imaginer, ça va leur rappeler que, ah ben non, mais c'est impossible. Ils n'osent même pas se lancer dans le processus d'imagination parce qu'ils voient le monde et la vie comme étant une ligne continuelle. Il ne peut pas y avoir de coupure. Ça, c'est la perception de l'ego. Peu importe, c'est quoi ta vie? Je peux donner plein d'exemples de grandes personnes comme juste KFC. C'est le gars qui a fait KFC. Il a vécu jusqu'à ses 60 quelques années. Là. Il a vécu pendant 2 ans dans sa voiture jusqu'à ce qu'il arrive à enfin vendre sa recette de Kentucky, là, Fried Chicken. Tu vois, il avait 60 quelques années, et puis il est devenu multimillionnaire. Et il s'est battu toute sa vie. Et même si sa continuité de ligne disait que c'est impossible d'avoir autant de succès, surtout à son âge, il l'a fait. Parce qu'il le voulait vraiment. Et se concentrer sur ce que je veux, peu importe les circonstances. Et ça, c'est avec la volonté. Avec la volonté, on se concentre sur ce qu'on veut. On garde en tête l'image de nos désirs, jusqu'à ce que ça se réalise. On a parlé aussi des objectifs et l'imagination de la vision sur le groupe VIP. Ça va faire du sens pour ceux qui sont déjà membres. Si la plupart des gens devaient s'asseoir en silence et faire face à leurs propres pensées, ils seraient sans voix. Earl Nightingale. Donc la raison, une des 6 facultés de l'esprit. Et quelqu'un d'autre aussi, George Bernard Shaw, qui disait 2% des gens réfléchissent, 3% pensent qu'ils réfléchissent et 95% préféreraient mourir que de réfléchir. Alors j'espère qu'ici on est dans le 3% ou le 2%. Au moins, si tu penses que tu réfléchis et que tu apprends et que tu découvres qu'en fait, je ne réfléchissais pas. Réfléchir, c'est pas juste entretenir du bruit dans ma tête, c'est pas juste faire une consécution, là, une suite d'images dans ma tête. C'est un petit peu plus long, un peu plus profond que ça. Se poser des questions, remettre en cause. Si j'ouvre une porte qui sépare une pièce sombre d'une pièce lumineuse, que se passe-t-il? Imagine que tu as une pièce sombre, puis à côté tu as une pièce lumineuse. Il y a une porte qui sépare les deux. Et là, j'ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la lumière entre dans l'ombre. Ou plutôt, l'ombre fait place à la lumière. En fait, l'ombre, c'est l'absence de lumière. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? L'ombre, c'est l'absence de lumière. Ça va être la même chose pour l'activité subconsciente. On va faire un petit jeu ici. Essaye de répondre. L'activité subconsciente, c'est l'absence de... La réaction, c'est l'absence de... Je vais te laisser le mettre sur pause. Essaye de répondre. Si tu peux même prendre une petite feuille de papier et noter. Est-ce que tu penses que c'est l'absence de quoi? Le calme, c'est l'absence de. L'ignorance, c'est l'absence de. Et voici les réponses. Ça te surprend? L'activité subconsciente, c'est l'absence de conscience. Ça, on le sait. Le subconscient, c'est l'ombre et la lumière, c'est la conscience. Alors, si tu développes ta conscience, par définition, l'ombre doit laisser place. L'ombre doit partir. La réaction, c'est l'absence de présence. Quand tu n'es pas présent, ici en ce moment, du coup, c'est le subconscient qui prend le dessus et le subconscient ne fonctionne que par réaction. Donc, il ne peut que réagir. L'amour, c'est l'absence d'ego.
Ça, je suis plus dans la théorie ici, je suis pas dans la vérité. C'est une très belle théorie d'un de mes amis qui m'expliquait qu'en fait, on a toujours l'amour en nous. Toujours, toujours, toujours. C'est juste qu'il va y avoir une grosse protection de l'ego qui va aller se mettre devant nous, selon certaines circonstances. Donc quand tu vis pleinement l'amour, c'est que tu es pleinement en sécurité, en confort ou en accord avec ce qui est en train de se passer. Lorsque tu n'es plus en sécurité, que tu n'es plus en accord avec ce qui se passe dans ta vie ou que tu te sens maltraité ou peu importe, ben, tout de suite, là, il y a ton ego qui vient se mettre en place et qui vient te protéger. Et c'est là que tu ne ressens plus l'amour. Donc, tu sais, quand tu ne ressens plus l'amour face à ta copine, par exemple, c'est peut-être parce que, ou ton copain, c'est peut-être parce qu'il est en train de t'attaquer, peut-être parce qu'il a mis en cause quelque chose, c'est peut-être parce qu'il a fait, ou peut-être parce qu'il ressemble à quelque chose que, ah non, ça correspond pas à ce que je veux de la vie. Donc là, hop, l'ego qui va aller défendre l'identité, qui va aller défendre ton intégrité, va se mettre en place. Et va aller cacher l'amour. Le bonheur, c'est l'absence de tension. Tension physique, tension mentale. La tension est source de toutes tes souffrances. Donc le bonheur, c'est quand tu n'es pas en souffrance, quand tu es dans une ease, dans une paix, dans une sérénité. Donc quand je dis les tensions mentales, ça pourrait être de ne pas accepter le présent, par exemple, de ne pas comprendre la stupide vérité. Parce que je dis bien comprendre la stupide vérité dans le sens où si tu la vis, et si pour toi c'est juste évident, du coup tu l'as compris. Mais si tu dois réfléchir et te rappeler que la stupide vérité, il faut que j'accepte les présents et le passé, du coup tu le comprends pas. Tu l'as compris intellectuellement, mais il y a un manque d'expérience, de profondeur sur le sujet. Donc si jamais tu veux aller profondément dans l'idée des souffrances et du bonheur, essaie de développer une conscience. Tu sais, 4 étapes au changement. La deuxième étape, première étape, d'apprendre dessus. Apprendre sur tout comment les tensions peuvent se manifester. Ensuite, on observe comment est-ce que les tensions se manifestent mentalement et physiquement, chez les autres, chez soi, dans son passé. Jusqu'à ce qu'on arrive à vivre dans le moment présent. Ok, là, en ce moment, je suis en train de ressentir des tensions. Parce que je suis stressé. Parce que j'ai envie de contrôler quelque chose. Et là, je suis pas dans le bonheur. Ça fait du sens. Et le calme, c'est l'absence de perturbation. J'ai pas dit l'absence de mouvement parce qu'il peut y avoir du mouvement qui soit désiré et qui soit même perçu comme calme. Tu sais que si tu regardes un lac et que tu as des arbres qui bougent tout doucement, il y a du mouvement et c'est calme. C'est une très belle métaphore si tu veux comprendre aussi le cerveau, comment il fonctionne. La métaphore du lac. Un lac, si tu te promènes sur le lac en bateau ou en canoë, donc ça c'est encore plus calme, et que le lac est tout calme, qu'il n'y a pas de pluie, il y a très peu de vent. La surface de l'eau, elle est flat, elle est pure, elle est toute droite. Eh bien, ça va être très facile pour toi d'aller voir dans le lac qu'est-ce qui se passe. D'aller voir les croyances, d'aller voir les poissons pensés, d'aller voir les algues de l'ego, d'aller voir le fond du subconscient. Mais si dans ta vie, tu es stressé, il y a beaucoup de mouvements, il y a plein de choses qui se passent en même temps, puis il faut que tu règles plein de trucs, tu as une to-do list de 50 trucs à faire par jour et que tu es constamment dans le mouvement mental. Le lac, il y a plein de vagues, il y a des tempêtes, il y a des grosses roches qui tombent des montagnes dans l'eau. Et c'est le bordel, du coup, tu ne vois rien dans l'eau. Et ça va être très difficile d'aller écouter les messages, d'aller voir les poissons, d'aller comprendre la santé des algues. Et là, on parle du monde de la survie. 3 mondes psychologiques. Survie, développement et épanouissement. L'agitation mentale, c'est être dans le monde de la survie. Et l'agitation mentale, c'est souvent le résultat de tension. Voilà. Et l'ignorance, c'est l'absence de connaissance. Maintenant, pensez à ça. Voir un défaut, c'est le manque à voir les bienfaits. De quoi est-ce qu'on parle? L'ombre, c'est l'absence de lumière. Voir un défaut, c'est le manque à voir les bienfaits. Si tu considères que tu as un défaut, et si tu ne crois que c'est que un défaut, c'est parce que tu es ignorant. Et tu ne vois qu'une petite partie de la lumière. Et la petite partie de la lumière, elle dit « Ah, ça c'est un défaut ». Et vu qu'il manque tout l'autre paquet d'informations, de la loi des opposés, qui est la vérité, qui va te dire que si tu peux voir que c'est un défaut, c'est forcément une qualité aussi. Eh bien, et c'est ça, c'est juste une preuve de l'ignorance des gens. Et c'est ok d'être ignorant. Je suis ignorant sur énormément de choses. Et tout le monde est ignorant à un certain niveau. Okay? Donc, ne te sens pas attaqué si je dis que tu es dans l'ignorance. C'est juste un fait. Voilà. Ce n'est pas une attaque, c'est un fait. Voir un défaut et penser qu'il n'y a qu'un défaut,
c'est le manque à voir les bienfaits. C'est que je n'ai pas assez d'informations. Et ce n'est pas parce que je ne le vois pas que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que je le vois pas que ça n'existe pas. Donc, élever sa conscience, c'est illuminer l'esprit, ramener l'équilibre. Donc, la plupart des gens, pour 95% des gens de notre planète, 95% de leur vie va être dirigée, va être le résultat de choix inconscients. Selon Joe Dispenza, à l'âge de 35 ans, 95% de la vie d'une personne est le résultat de choix inconscients. Ils n'ont pas choisi leur vie. À 95%. Et d'ailleurs, on dit que le conscient, le subconscient, c'est 5%, 95%. Donc, c'est sûr que les statistiques, elles se rejoignent. Donc, si tu utilises tes 6 facultés, hein, on se rappelle, c'est quoi les 6 facultés? RIM VIP, R-I-M-V-I-P, raison, intuition, mémoire, volonté, imagination, perception. Eh bien, on va développer notre conscience, et puisque ça ne peut pas être plus que 100%, si tu développes jusqu'à 27% de conscience, il ne peut rester que 73% d'inconscient. Et si tu deviens illuminé comme Bouddha, que tu peux potentiellement, je pense, te ramener à 99% de conscience, il va rester que 1% de subconscient. Donc ta vie va être que de la création. Ce sera constamment un choix conscient. Et le but, c'est de se rapprocher de ça. Je pense pas qu'on puisse arriver à 100%. Mais je pense qu'on peut arriver à une bonne balance de 30% de conscience, 40% de conscience. Mais temporairement, ce sera toujours... Je peux pratiquer la pleine conscience en ce moment et ressentir mes 5 sens, ressentir le muscle de mon dos qui est un peu fatigué, de ressentir ma voix qui commence à se fatiguer aussi. Je peux prendre conscience de toutes ces choses-là et du coup, vu que je prends conscience, le subconscient doit me les déléguer. Donc le subconscient n'est plus actif, n'est plus en train de faire fonctionner ça de manière automatique. Je décide consciemment de ma posture. Mais tu vois, ça, je peux juste le faire d'une manière temporaire parce que ça demande beaucoup trop d'énergie. Tu sais, le subconscient, qui est notre cerveau, là, qui est un cerveau d'habitude, va amener les choses dans l'habitude, dans les automatismes, parce que ça sauve énormément d'énergie. Donc, c'est pas mauvais, tu sais, d'être contrôlé par son subconscient. Donc, le but, c'est de juste, premièrement, comprendre qu'est-ce qui fait ton subconscient, savoir c'est quoi tes paradigmes, programmer ton subconscient pour qu'il soit à ton avantage et qu'il arrête de te réduire, ou de te bloquer ou de te détruire. Et une fois que ça c'est fait, une fois que tu l'as programmé et que c'est ton meilleur ami, comme il explique Neville Goddard, ton subconscient c'est ta femme ou ton mari, eh bien il est à ton service, il est là pour t'aider. Si tu lui montres quoi faire, si tu lui expliques. Mais c'est aussi changer de perspective. Donc développer sa conscience, élever sa conscience, c'est aussi changer de perspective. Donc sa perception. Si on a un bon niveau de conscience, ben ça va ressembler à ça. Là, ça, c'est un problème qui vient du haut de toi et que tu n'as comme quasiment aucune autre solution que de te faire écraser par le problème parce qu'on serait, dans ce cas-là, ignorant sur les possibilités. Lorsqu'on développe notre conscience, on a un haut niveau de conscience, ben le problème, il est tout petit. Et on le voit dans son contexte, on le voit et on voit aussi toutes les autres possibilités. J'espère que ça fait du sens. À toi de jouer! Donc, quels sont les points importants ici? C'est sûr que je t'encouragerais à tout revoir ça. Parce qu'il y a énormément de valeurs très profondes et très de grande valeur. Mais donc, répétez fréquemment toutes les informations de cette masterclass qui ne fait pas déjà partie de votre quotidien. Répétez ça. On sait maintenant distinguer ce qui est réel, donc un outil, de ce qui est perçu, un défaut, une qualité. Donc si l'outil ne nous sert pas, on peut se rappeler qu'il suffit de trouver dans quel contexte il sert et comment s'en servir. Et arrêter de l'utiliser dans les autres contextes où ça ne nous sert pas. Élever sa conscience, changer de perception. Le but est premièrement d'apprendre et de pratiquer des observations. Pas le changement tout de suite. Le changement arrivera avec les prises de conscience répétées. Fais les choses dans l'ordre, les 4 étapes au changement. S'entraîner à se désidentifier par l'observation et rester en tant qu'observateur sans réagir permet de déconstruire certains patterns profondément ancrés. Ça, c'est les 3 étapes à la déprogrammation. S'entraîner à se désidentifier par l'observation et rester en tant qu'observateur, sans réagir, permet de déconstruire certains patterns profondément ancrés. Toute chose a une utilité. Absolument toute chose qui existe a un effet, cause à effet. Le simple fait que ça existe, ça a des effets. Donc, si tu ne trouves que le but négatif, assume qu'il existe un but positif et laisse le temps clarifier les choses.
Utilise les 6 facultés de ton esprit pour développer ta conscience et rester aligné avec les lois du développement et de cette vie. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été présent tout ce long. J'espère que tu as adoré ça. Mets-moi un commentaire si jamais tu le revois quelque part et que tu as la possibilité de le faire. Fais-moi un petit feedback. Et si jamais je peux t'aider sur le développement ou sur la spécification de comment appliquer ça dans ta vie, envoie-moi un message. Ça va me faire un grand plaisir de t'aider. Je te souhaite une très bonne journée et une très bonne étude à toi. Salut!